Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de la reconnexion au lien. Donc je vais vous livrer mon témoignage. Moi, je suis Chaser Femme, sachant que moi, j'ai rencontré mon autre en 2018 et j'ai été reconnectée au lien en 2020. Avant ça, moi, je n'avais pas du tout conscience d'être sur un parcours de flamme jumelle, malgré que j'avais vécu la séparation, la nuit noire de l'âme, que j'avais une blessure au cœur pendant des années sans savoir d'où ça provenait, que j'avais, voilà, comme je l'expliquais, des énergies de tristesse qui m'enveloppaient. J'avais et sans penser à mon autre, parce que moi, mon autre, voilà, il a quitté la France en 2016. Et à partir de là, moi, j'ai conscientisé la séparation dans la matière. Je me suis dit, voilà, s'il est parti aussi loin, c'est que quelque part, il a mis un stop à notre relation, parce qu'avant de partir, je l'avais revu. Mais moi, j'avais tourné la tête, donc je voulais pas lui parler. Et c'est vrai que quelques semaines après, il a quitté la France. Et c'est vrai que voilà, pour moi, la séparation était actée, vraiment. Mais malgré tout, je gardais une blessure au cœur, mais pour moi qui n'était pas liée à mon autre, comme je l'ai expliqué. Je pensais que j'avais eu un trop plein de souffrance et que quelque part, voilà, ça m'avait impacté, on va dire moralement, ou voilà, c'est pour ça que cette blessure au cœur, je ne la comprenais pas. Cette sensation d'avoir un vide dans le cœur, une blessure qui vibre de temps en temps, une tristesse, une mélancolie, voilà, qui me prenait des fois sans raison. Et voilà, mais moi, je ne reliais pas ça à ma relation avec mon autre, qui pour moi avait été trop courte. Trop courte et puis voilà, qui s'était mal terminée, donc je voyais pas comment une telle relation aurait pu impacter ma vie à ce point-là. Parce que des ruptures, j'en ai eu avant lui, même des très douloureuses, notamment avec mon mari. Donc si moi je vous confie mon témoignage, c'est que pour que vous compreniez comment quand le moment est venu pour le jumeau de se reconnecter, comment la source quelque part orchestre l'éveil du jumeau, parce que moi c'est ce qui s'est passé, ça s'est fait progressivement. J'ai pas eu un déclic soudain, c'est vraiment un enchaînement de choses. Donc voilà, je vais vous les raconter, comme ça vous pourrez comprendre que voilà comment ça peut se passer pour le runner, parce que moi je pense que voilà voilà, ça se met en place pour moi pour les deux jumeaux de la même manière. Alors moi voilà, ça a commencé en 2020, c'était pendant le confinement. Moi je travaillais à ce moment-là, je faisais de très grosses horaires. En plus à l'époque je n'étais pas véhiculée, donc j'étais tributaire des transports en commun, donc je peux vous dire que je faisais des journées à 50, 60 heures, facile. Enfin, des semaines, pardon. Et c'est vrai que j'étais épuisée, mais c'est vrai que, voilà, nous, avec le confinement, moi, je suis quelqu'un quand ça va pas, j'ai tendance à être combative, de toute façon, comme toute bonne chaser. Et à l'époque, je travaillais avec une jeune fille qui avait une vingtaine d'années, et c'était vraiment la jeune fille, très gentille, très douce, c'est vraiment la jeune fille, quoi. Elle était adorable, très naïve, très juvénile. Moi, j'adorais, je l'adore toujours. D'ailleurs, on est restés amis. Et c'est vrai qu'elle, à ce moment-là, au début, c'était à peu près, c'était au premier confinement, et c'était, c'était vers la fin du confinement. Et puis elle s'était séparée avec son copain, avec qui ça n'allait pas très bien, mais c'était quand même une personne avec qui elle avait vécu plusieurs, elle avait eu une relation de 2 ans. Et elle s'était séparée parce qu'elle s'était rendue compte que ça n'allait pas, finalement, qu'elle n'était pas heureuse. Et puis on était en train de discuter, puis elle me parlait de lui, parce que moi je le connaissais, il venait de temps en temps dans la boutique. Puis elle me dit, écoute, j'ai peur de regretter, imagine si je le perds vraiment et que je me rends compte que c'était quelqu'un de bien, comment je vais faire? Et puis je lui dis, mais écoute, te prends pas la tête, tu sais, les ex ils reviennent toujours, en plus vous êtes restés en contact, tu auras peut-être l'occasion d'en discuter avec lui, peut-être de réparer, peut-être qu'il fallait une rupture pour vous rendre compte que quelque chose n'allait pas. Donc je lui dis, ne t'inquiète pas. Elle me dit, oui, t'es sûre, moi je crois pas trop aux ex qui reviennent. Je dis, fais le bilan, toi, des personnes que t'as connues dans ta vie, est-ce qu'elles sont revenues? Elle me dit, oui, effectivement. Et elle me dit, et toi? Et je fais, oui, moi, oui, sauf un qui n'est jamais revenu. Et je lui dis, il a essayé de revenir, mais de manière détournée. Donc moi, j'ai bloqué, mais il y en a un, oui, effectivement, que je sais qu'il ressentait des sentiments pour moi et qu'il n'a jamais osé revenir vraiment. Et je lui parle de mon autre. Je lui parle donc de cette relation, comme je raconte une anecdote à une amie. Et je lui raconte, et elle, ça commence à lui faire de la peine. Et elle me dit, mais non, c'est trop triste, mais le pauvre, autant, il pense encore à toi, mais tu te rends pas compte, t'as dû lui briser le cœur. En fait, elle retourne le problème sur moi. Alors je dis, mais quand même, t'es culotté, c'est lui qui est parti, il m'a plus donné de nouvelles. Elle me dit, oui, mais tu sais pas, peut-être qu'il a eu peur. Mais vraiment, ça fait trop de la peine, le pauvre. T'as jamais essayé de le contacter, d'avoir des explications? Je fais, non, mais même moi, c'est trop tard, ça y est, ça fait des années, parce que moi j'arrivais pas vraiment à me repérer dans le temps, donc je pensais que ça faisait 5 ans. Donc je dis non, ça fait 5 ans, voilà, c'est fini. Je lui dis non, c'est fini, c'est terminé.
Alors elle me dit, oh c'est dommage, le pauvre, le pauvre. Alors, je dis, bah quand même, merci la solidarité féminine. Hein. À la base, c'est moi la victime hein, dans l'histoire, mais bon, c'est pas grave. Mais comme elle connaissait mon caractère, elle a dû comprendre que moi, je m'étais pas laissé faire hein, quelque part. Donc voilà, donc on a parlé de ça, mais après sans plus. C'est-à-dire que moi, je lui ai raconté cette histoire, mais je ne pensais pas à mon autre. Ça m'a pas ravivé des souvenirs. C'était voilà une anecdote que j'ai donnée à ce moment-là. Et puis voilà, et puis moi, bah, étant donné que je prenais les transports en commun, je prenais le bus à l'époque à côté d'un parc animalier. Et je me trouve quelques jours plus tard à cet arrêt de bus. Et puis moi je fais les 100 pas, hein, j'attends l'heure du bus parce que c'est vrai que les horaires elles étaient, bah, les bus avaient été supprimés donc bah, je prenais le dernier bus du soir. Donc j'attendais et j'étais seule, mais vraiment quand je vous dis seule, pas une voiture, pas un passant, pas un usager du bus qui attendrait son bus, j'étais seule. Et les oiseaux, ils chantaient, mais c'était vraiment à la cantonade. Hein. C'était vraiment les oiseaux, ils étaient hyper excités. Tous les oiseaux du parc se chantaient en même temps. C'était une cacophonie incroyable. Et moi, j'étais vraiment bah, subjuguée, quoi, en me disant, mais les pauvres, quoi, en fait, là, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de bruit de voiture, il y a aucun bruit, c'est le silence. Et eux, ils en profitent quelque part, ils s'expriment, ils doivent être heureux là d'être dans le silence, dans le calme et tout. Et je me dis, mais mon Dieu, c'est affreux ce qu'on leur fait subir aux animaux. On les laisse pas hein, quelque part vivre en paix. Enfin, c'est horrible et je commence déjà à avoir une peine qui m'envahit. Puis je commence à penser aux poissons. Je me dis, bah eux aussi, ils doivent être heureux. Il y a plus de bateaux, il y a plus de circulation maritime, on va dire. Et je commence à avoir une tristesse qui m'envahit. Et de là, je ressens bah, comme une espèce de d'énergie hein, qui descend sur moi. Et je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Parce que cette énergie, moi, je l'ai ressentie plusieurs fois, mais c'était toujours des énergies que je ressentais avant un décès, c'était toujours l'impression d'une énergie de sentir la mort quelque part. Donc c'était tout le temps un mauvais pressentiment. Et moi, je voyais ça, voilà, comme un pressentiment. Et à l'époque, j'ignorais que j'étais clairsentence. Hein. Je l'ai découvert après, mais pour moi, c'était, voilà, ressentir les énergies. Pour moi, c'était quelque chose de normal. Donc je sens cette énergie qui m'enveloppe et je me dis, oh non, mon Dieu, il va m'arriver quelque chose. Il va se passer quelque chose dans ma vie. Oh là là, maintenant, je suis pas prête. Vous allez pas me faire ça et tout. Vous allez pas m'enlever quelqu'un. Enfin, je commence à paniquer. Et là, je ressens comme si j'étais rassurée, comme si on me disait, non, non, t'inquiète pas, c'est pas négatif, mais il va y avoir un changement dans ta vie. Mais ne t'en fais pas, quoi. Ne t'inquiète pas, il va pas avoir de décès, il va pas avoir de choses graves. Ne t'inquiète pas. Moi, j'ai ressenti comme ça, hein, quelque part. Et pendant plusieurs jours, j'ai ressenti, ben voilà, j'avais l'impression de flotter, d'être entre deux dimensions. Je sais pas, c'était trop bizarre. Maintenant, je vous l'explique comme ça, mais moi à l'époque, je comprenais pas. J'ai l'impression d'être perchée. Hein. Je me suis dit, bah tiens, comme si cette énergie, elle m'avait un peu levé de la 3D, un peu, qu'elle m'avait mise un peu en suspens. C'est trop bizarre. Mais moi, j'avais pas conscience de l'énergétique, de tout ça, donc je me dis tiens, c'est bizarre. Et pendant, ça a duré, je crois, 3-4 jours. Et pendant ces 3-4 jours, je disais aux gens, mais vous sentez pas quelque chose de bizarre? Il y a pas une ambiance bizarre? Il y a pas quelque chose de pas normal? Et les gens me disaient non, non, tout va bien, on sent rien. Les gens, quand je leur en parlais, ils pensaient que je parlais d'une odeur, alors que moi je parlais d'une énergie. Alors une énergie, forcément, ça n'a pas d'odeur, ça, c'est un ressenti. Hein. Et les personnes ne comprenaient pas ce que je voulais dire, et moi, j'arrivais pas à exprimer ce que je ressentais. Donc, je suis restée comme ça pendant 3-4 jours à flotter quelque part, à avoir l'impression de ne plus avoir les pieds sur terre, quoi. Trop bizarre. Donc voilà, bon, finalement, moi, je force un peu pour redescendre, hein, parce que moi, j'aime bien, voilà, je suis assez ancrée hein, de nature. Donc voilà, j'aime pas les états seconds comme être alcoolisé ou jamais toucher à des stupéfiants. Je déteste ça. Hein. Moi, j'aime bien être maître de mon corps hein, quelque part et de mon esprit. Donc je force pour redescendre et puis je reprends ma vie tout à fait normale. Mais en même temps, il y a un changement qui s'opère, c'est-à-dire que je ne supporte plus les comportements toxiques. Je ne supporte plus les gens négatifs. Ça me rend malade en fait. Je ne supporte plus mon corps. Il rejette ces personnes-là. Et les personnes qui sont très bien, qui sont comme ma collègue de travail ou les personnes que je rencontre, parce que je voyais énormément de monde hein, à ce moment-là, ça me fait du bien quelque part. Quelque part, ça me remplit d'une chaleur. Je me sens bien, je me sens revigorée. Et les personnes négatives, je les supporte plus. Et nous, on avait un couple de patrons hein, qui, pendant le confinement, quelque part, ont fait un beau bénéfice. Ils nous ont laissé complètement à l'abandon hein, pendant le confinement, enfin pendant que nous on travaillait. On n'avait aucun protocole, de sécurité. On n'avait pas de gants, pas de masque, pas de gel hydroalcoolique. Alors que l'enseigne pour laquelle on travaillait leur avait fourni des produits, mais ils allaient les revendre dans des épiceries, parce que ça on l'a su plus tard. Et en plus, ils nous mettaient la pression. Enfin, c'était vraiment, ils sont devenus infects. En fait, l'argent leur est monté à la tête. Ils ont pris la grosse tête. Hein. D'ailleurs, ils ont acheté une nouvelle voiture. Enfin, voilà, ils étaient devenus complètement, voilà.
Et moi, je ne les supportais plus. C'est-à-dire que dès que je voyais la voiture se garer près du magasin, je commençais à avoir une boule au ventre, à me sentir mal. Et je me disais, je peux pas, je vais pas tenir, hein, c'est pas possible, je les supporte plus, c'est mon corps, c'est physique. Et voilà, donc je continue quand même, hein, parce qu'il faut bosser, parce que j'ai des factures à payer, j'ai encore mon dernier qui est à charge, hein. Donc je me dis, de toute façon, j'ai pas le choix, je suis obligée de continuer, je vais pas démissionner, je vais me retrouver sans rien, j'ai pas le choix, je supporte. Et puis un jour, je vais pour prendre le train, et puis finalement le train s'arrête en pleine gare, hein, et ils nous demandent de descendre, hein, ils nous disent que le train doit être désinfecté. Et moi, j'étais déjà, voilà, j'étais vraiment pour aller au travail, c'était just quoi. Donc j'appelle vite un Uber qui vient me chercher. Donc je tombe sur un monsieur d'une 50aine d'années, super gentil, et puis je lui dis, excusez-moi monsieur, est-ce que vous pouvez vous dépêcher parce que je vais être en retard. Il me dit, ah bon, vous devez arriver à quelle heure? Et il me fait, je fais 14 heures. Il me dit, écoutez, moi je peux pas me mettre hors la loi, je peux pas rouler plus vite que... Donc il me dit, moi je vous dis qu'on va avoir 5-10 minutes maximum de retard. Il me dit, c'est rien, c'est pas grave. Et je dis, oh non, et je commence à pleurer dans la voiture. Et il me dit, mais pourquoi vous pleurez? Qu'est-ce qui se passe? Et je lui dis, mais ils vont me prendre la tête si j'arrive en retard, ça va faire une histoire. J'étais vraiment, mais j'en pouvais plus et il me dit, mais c'est pas grave, madame. Il me dit, attendez, vous mettez pas dans cet état-là. Je vais essayer de faire au plus vite, mais de toute façon, on n'arrivera jamais à 14 heures. Je préfère vous le dire maintenant. Prévenez-les et tout. Puis moi, j'appelle ma collègue et je lui dis, écoute, je vais être un peu en retard. Attends-moi. Je vais avoir 5-10 minutes. Alors elle me dit, oui, t'inquiète pas, je suis là. De toute façon, je bouge pas. Je prends ma pause dans le magasin. T'en fais pas. Et de là, le monsieur me parle, me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et je lui explique quoi. Je lui explique que c'est que mes patrons, voilà, ils ont des comportements toxiques, que ça se passe pas très bien. Il me dit, mais vous laissez pas faire, madame, enfin une grande femme comme vous. Parce que moi, c'est vrai que moi, de base, je suis quelqu'un qui a du caractère et ça se ressent, hein. C'est vrai que les gens le voient direct, que je suis pas quelqu'un à me laisser faire, mais je n'avais plus de jus, en fait. J'avais... Enfin, c'était même pas dû au confinement, mais c'était voilà, j'ai perdu quelque part mon pouvoir, hein, ma force. Hein. Puis il me dit, mais non, mais de toute façon, c'est pas normal. Moi, j'ai été patron, j'ai eu des employés, jamais ils sont venus arriver en larmes au travail. Au contraire, c'est pas normal. Attendez, vous travaillez pas pour Apple ou pour la NASA, vous faites pas un boulot de fou, vous pouvez trouver du travail ailleurs. Il me dit, mais vous prenez pas la tête. Si vous dites quelque chose, vous les envoyez bouler, puis c'est tout, quoi. Donc il me dépose, moi j'arrive, je commence à courir, je me mets en tenue, je prépare tout, je me mets directement au travail et là le téléphone il sonne. Et puis c'est mon patron qui me dit tu es en retard? Je dis oui. Mais là du coup j'avais 5 minutes de retard, il me dit bon je te mets un avertissement, hein, c'est intolérable, tu n'as pas à venir en retard, les horaires c'est important. Alors que moi, pendant le confinement, j'étais même pas censée travailler. J'ai quand même travaillé parce que j'avais mon fils, hein, à l'époque qui avait moins de 12 ans, hein, donc j'étais pas censée travailler. J'ai quand même été parce que je savais qu'ils allaient être en galère. Enfin, j'ai fait des horaires à rallonge. Enfin voilà, plusieurs fois je loupais mon transport, je devais prendre le taxi pour rentrer chez moi. Et lui, pour 5 minutes, il me fait un pataquès, quoi. Et en plus, un avertissement. Alors là, ça a été la goutte de trop. Je lui ai dit, écoute, je m'en vais. Je prends mes affaires, je m'en vais. Il me dit, comment ça, tu t'en vas? Je dis, non, je m'en vais. Moi, l'avertissement, je ne l'accepte pas. De toute manière, tu me le signifies en recommandé avec accusé de réception. Encore, je vous dis tu, mais moi, je le vous voyais, alors qu'il était beaucoup plus jeune que moi. Et je lui dis, tu m'écris ça, tu me fais un recommandé avec accusé de réception. Et moi, je quitte mon poste là, maintenant. Et il me dit, mais tu vas pas nous laisser en galère, comment on va faire? Je dis, oui, ça fallait réfléchir avant de me menacer, hein. J'ai dit, voilà. Moi, je trouve que je me suis bien investie, hein. Je voulais pas vous plaindre et tout. C'est pas parce qu'on est au sortir du confinement que ça y est, vous allez commencer à faire le malin avec moi. J'ai dit, moi, je m'en vais. Et de là, il appelle ma collègue, il lui dit, est-ce que tu peux rester? Ma collègue dit, non, moi, je peux pas rester, j'ai des choses à faire. Mais en fait, elle voulait rester avec moi, hein, parce qu'elle a trouvé ça aussi inadmissible, hein. Et donc, je m'en vais. Et de là, moi j'avais des douleurs physiques, hein, parce qu'on avait tellement travaillé que j'avais le dos bloqué, j'avais des problèmes aux genoux, j'avais des douleurs de partout. Et j'étais voir ma médecin et puis je lui demande de me prescrire un traitement, hein, des médicaments pour calmer la douleur. Et puis je lui explique, hein, et puis je lui dis voilà, au travail ça s'est mal passé, je vais donner ma démission, et je lui explique le contexte, hein, dans lequel on a travaillé, je lui explique les comportements de mon patron. Et elle, comme elle recevait beaucoup de personnes qui étaient en burn-out, hein, parce qu'il y a eu les effets collatéraux, hein, du confinement et puis du Covid. Donc elle me dit non, moi je suis pas d'accord. Elle m'a dit moi je vais vous donner un arrêt de travail, vous ne démissionnez pas, vous allez avoir droit à rien. Moi je vous soutiens, je vais vous donner une adresse, vous allez appeler cette personne, elle va vous renseigner, elle travaille dans le droit, elle va vous donner tous vos droits. Et elle me dit, mais moi, je vous mets en arrêt maladie, c'est hors de question que vous démissionnez. Vous allez pas leur faire ce cadeau, c'est pas normal. Et de là, voilà, donc, parce que moi, j'étais prête à démissionner, à me retrouver sans rien.
Et de là, bon, elle me fait l'arrêt maladie. Moi, je transmets à mes patrons. Heureusement, c'était dans les 48 heures, alors que je ne vais jamais chez le médecin. C'est-à-dire que là, j'ai été poussée à y aller, alors que de base, moi, je suis pas du tout médecin, pas du tout docteur. Des douleurs, j'en avais déjà. J'avais jamais été consultée. Mais là, je disais au moins, voilà, si j'ai une douleur morale, au moins que j'enlève la physique, hein, ça sera déjà bien. De là, bon, ben, je suis ces instructions. Bon, moi, j'ai pas été jusqu'au prud'homme, hein. C'est-à-dire, j'ai attendu que mes patrons me licencient, hein. J'ai pas voulu, en fait, je voulais couper les liens avec eux. Je voulais pas traîner pendant des années, faire des démarches. J'avais envie de tourner la page, hein. Donc, j'ai coupé avec ça. Et puis, voilà. Et puis bon, moi, je suis restée amie avec ma collègue de travail, hein, qui est toujours adorable. Et entre-temps, moi, j'ai déménagé, hein. J'avais un déménagement qui était prévu parce que moi, je voulais absolument avoir un extérieur. Donc, j'ai eu un coup de chance, hein. Sur un site entre particuliers, j'ai trouvé cet appartement avec un grand jardin. Et donc moi, entre-temps, j'ai déménagé. Ça m'a fait du bien quelque part de me dire je vais pouvoir me ressourcer parce que j'avais envie de me trouver face à moi-même. J'avais envie d'être seule, j'avais besoin de me régénérer quelque part, de me ressourcer. Et entre-temps, moi, mon fils aîné s'est séparé, hein, de sa petite amie qui était très toxique, hein, relation très toxique. Donc il est venu revivre à la maison. Et de là, voilà, il arrive à la maison, mais il a beaucoup de colère en lui. Là, voilà, je trouve qu'il a changé, hein, de caractère. Moi, mon fils, c'est quelqu'un d'assez calme. Et puis là, voilà, il est devenu vindicatif. Il exige, il veut, il se croit chez lui. Voilà, il travaille le lendemain, il doit se lever à 7 heures. Il éteint toutes les lumières, il nous demande d'éteindre la télé. Enfin, je me dis, mais c'est pas possible, je serai jamais tranquille, hein. Et je me dis mais c'est pas possible et tout. Oh là là, manquait plus que lui il rentre et tout. En plus comment il se comporte. Et moi de base, moi je suis quelqu'un, voilà, je me laisse pas faire, hein, attention. Mais j'arrivais pas. Je me disais non, j'ai pas envie d'être dans des conflits. J'ai pas envie de me prendre la tête. Je suis fatiguée là. J'ai pas envie. Donc en fait, voilà, je me faisais aspirer tout mon jus, hein. Et d'ailleurs avec mon fils on en a reparlé parce que moi je lui ai dit que j'en voulais énormément, hein, du comportement qu'il avait eu envers moi, déjà en sachant que voilà je venais de perdre mon travail, que j'étais pas très bien, et même lui jusqu'à maintenant il comprend pas ses réactions. Il m'a dit je sais pas pourquoi j'étais comme ça avec toi, je comprends pas. Enfin voilà, hein, mais parce que ça fait plusieurs années maintenant, mais c'est vrai que même lui il me dit je sais pas, je peux pas t'expliquer pourquoi j'ai eu ce comportement envers toi, pourquoi j'étais comme ça, voilà. Donc voilà, moi j'étais vraiment pas bien, hein, je pleurais, voilà, des fois je pleurais sans raison. Enfin, j'étais vraiment dans un bad mood, hein. Et heureusement que j'avais ma collègue de travail avec qui on conversait, hein. Quand ça allait pas bien, je l'appelais, on s'appelait. Elle m'a beaucoup soutenue, hein. D'ailleurs, c'est dans les moments difficiles qu'on se rend compte, hein, que des fois on nous envoie une petite fée, hein, pour nous aider, ou un petit ange. Et moi, ça a été le cas, hein. Je la remercierai jamais assez de tout ce qu'elle m'a apporté à ce moment-là, parce que sans elle, je pense que je me serais écroulée vraiment. Et puis voilà, je continue, voilà, ma petite vie. Puis un jour, on discute avec mon fils, et mon fils, il était très axé sur le développement personnel, sur tout ça, mais pas sur la spiritualité, hein. Lui, il est pas du tout axé sur ça. Puis il me dit, maman, tu sais, tu as la blessure d'abandon. Alors moi, je le regarde, je lui dis, t'es sûre? Non, c'est pas possible. Moi, je suis indépendante. Enfin voilà, si j'avais la blessure d'abandon, je serais dépendante affective, je chercherais absolument à être en couple, à être entourée. C'est pas du tout mon cas. Au contraire, j'aime bien être seule. Puis il me dit oui, mais ça veut rien dire. Il me dit renseigne-toi parce que il me dit j'ai écouté les blessures de l'âme de Lise Bourbeau à l'époque, hein, qui cartonnait. Et il me dit j'ai identifié que t'avais le syndrome de l'abandon et tout. Alors moi par curiosité, je regarde et je me rends compte que l'abandon, je le ressens pas en tant que tel, hein. J'ai pas été abandonnée vraiment, même si je viens d'une famille toxique. Ils m'ont pas abandonnée. C'est moi au contraire qui suis partie le plus rapidement possible pour m'extraire de cette famille. Mais par contre, je vois bien que j'ai le syndrome du sauveur et du sacrificiel, hein. Ça, je me rends compte que ça, j'ai ce problème-là. Donc voilà, je commence à me renseigner sur ça et à me dire, mon Dieu, c'est pas possible que mon enfance ait impacté ma vie d'adulte, parce que moi, je voulais pas du tout ça. C'est-à-dire, moi, j'ai très tôt quitté mes parents pour justement que ça n'impacte pas ma vie d'adulte, hein, et j'ai toujours mené ma vie de front quelque part. J'ai toujours avancé dans la vie en me disant voilà, tout va bien, moi je suis pas fragile, je suis pas dépressif, je m'en suis remise, ils ont pas réussi à me détruire. Et là de me rendre compte que inconsciemment ça m'avait impacté, j'ai eu l'impression qu'ils avaient gagné quelque part, que voilà, ils ont réussi à me détruire, hein, quelque part, et ça m'a vraiment frustrée, hein. Donc j'ai commencé à me renseigner sur cette blessure, à commencer à voir à peu près les tenants, les aboutissants. J'étais pas encore dans la phase où j'allais travailler dessus, mais à me renseigner, parce que moi, avant de commencer quelque chose, je me renseigne tout le temps bien, et une fois que j'ai les clés, on va dire, là j'attaque, quoi. Donc je me renseigne.
Entre-temps, avec mon fils, ben voilà, mon fils, il a du mal un peu à redescendre. C'est quand ça devient compliqué, hein, quelque part. Et puis moi, j'ai besoin d'être seule. Donc là, c'est vrai que voilà, j'avais mon plus jeune fils, mais bon, lui, il va en cours, il fait sa vie, alors que mon fils aîné, il était souvent à la maison, hein, quelque part. Et en plus, il sortait beaucoup le soir, donc il rentrait très tard le soir, donc ça me réveillait. Donc j'avais une fatigue en plus physique. Donc voilà. Et puis un jour, j'étais avec mon fils, on discutait, on était dans la rue. On allait pour faire les courses et puis il me dit mais je comprends pas. Il me dit t'as changé. Avant t'étais pas comme ça, tu te laissais pas faire, t'avais du caractère. Il me dit qu'est-ce qui t'arrive? Je dis bah tu vois bien ce qui m'arrive. Hein, je viens de perdre mon emploi. Enfin voilà, j'ai vécu le confinement, ben voilà, avec beaucoup de pression. Hein, même si j'ai tenu, ben je pense que c'est ça. Au bout d'un moment, enfin je suis un être humain, je suis pas un robot. Hein. Mais c'est que mon fils il m'a toujours connu fort, donc il comprenait pas hein, quelque part que ça puisse autant m'impacter alors que c'est normal hein, que ça m'impacte. Hein. Bon, ça il a compris plus jeune, plus tard. Hein, il est jeune, mais lui il a traversé des périodes difficiles. Maintenant il le comprend, mais à l'époque bon c'était un gamin hein, quelque part. C'était un jeune adulte quoi. Et je lui dis, je sais pas d'où ça m'est sorti cette phrase. Je lui dis, tu sais depuis que je suis séparée avec mon autre, hein, parce qu'il a connu. Je lui dis, j'ai une blessure à l'intérieur de moi et je sais pas d'où ça vient. Mais ça m'est sorti, mais vraiment comme si vous voyez quand vous avez la petite voix dans la tête qui vous pousse à dire une connerie, ben moi ça s'est sorti comme ça vraiment et quand c'est sorti je me suis dit tout de suite mais pourquoi tu lui dis ça, pourquoi tu lui dis ça, parce que pour moi c'était limite honteux qu'une relation aussi courte et qui s'est mal terminée puisse m'impacter. Moi je trouvais ça alors que bon j'ai vécu un divorce, enfin j'en ai eu des séparations et tout avec des relations qui ont été plus longues, plus engagées et pour moi j'avais honte quelque part de pas être bien après une relation si courte et puis qui s'est mal terminée quelque part. Et de là, j'attends que mon fils relève, hein, parce qu'en général, mon fils, il relève hein, quand je lui dis des choses. Et il relève pas, et je me dis, oh, tant mieux, mon Dieu. Il a entendu, mais en même temps, il a pas cherché à comprendre, il m'a pas posé de questions, et je me suis dit, oh là là, tant mieux. Tant mieux, parce que je regrette d'avoir dit ça, je sais pas pourquoi c'est sorti, voilà, donc tant mieux. Et puis voilà, et puis ça a commencé à avancer. Moi, quand j'ai pris conscience de mes blessures d'enfance, j'ai voulu me renseigner à savoir si ma mère avait pu être perverse narcissique, parce que pour moi, les pervers narcissiques, pardon, j'ai du mal à le dire, sont des personnes qui se comportent comme ça en couple. Et moi, je voulais voir si c'était possible qu'un parent soit pervers narcissique, enfin, ait des comportements de pervers narcissique envers ses enfants. Donc j'ai regardé, je me suis dit, tiens, je vais regarder les vidéos, parce que de toute façon, on parlait que de ça à l'époque. Et je me mets à faire une recherche sur YouTube, hein, dans la barre de recherche, et il me sort une chaîne, hein, une dame qui se décrit comme étant psychologue, psychothérapeute, et elle dit oui, effectivement, on peut avoir des parents pervers narcissiques, qui peuvent avoir des comportements envers leurs enfants, et elle explique. Donc moi, je reconnais très bien le portrait de ma mère, et ça me rassure, hein, parce que je me dis voilà, il y a quand même quelque chose que j'avais détecté qui n'allait pas hein, avec ma mère, avec ses comportements. Et ensuite, elle enchaîne en disant oui, aussi ça peut être une âme noire hein, quelque part qui s'est incarnée pour quelque part pour vous faire travailler parce que vous avez des blessures à guérir, d'autres vies. Et puis elle commence à partir dans le spirituel. Et là, je me dis oh non, c'est pas possible, parce que pour moi la chaîne, voilà, hein, y a rien qui présageait que c'était spirituel. Moi, j'étais complètement imperméable à tout ça. Je voulais pas en entendre parler. Pour moi, fallait que ça reste pragmatique, psychologique. Je voulais pas du tout partir dans ça. En plus, moi, pendant la nuit noire de l'âme, j'ai perdu la foi. Hein. Je suis devenue, je dirais pas athée. Après, j'ai repris la foi envers Marie. Hein. Je sais pas si je l'avais déjà expliqué, mais moi, je ne priais plus Dieu. Je ne croyais plus en Dieu. Je croyais plus en la vie. Je croyais plus en rien. Je n'avais plus du tout de foi. Donc ça, je voulais pas en entendre parler. La spiritualité, je n'y croyais plus du tout. Donc là, je commence à me dire, oh là là, là, il y a un problème. C'est quoi cette chaîne? Enfin bref. Et j'arrête la vidéo, mais en même temps, quand elle a parlé d'âme noire, je me dis c'est pas possible parce que bon, toutes les âmes par essence sont lumineuses. Hein. Après, les incarnations font qu'on fait du bien, du mal suivant l'incarnation qu'on a choisie quelque part. Mais je cherche quand même hein, sur Internet, c'est-à-dire je tape sur Google qu'est-ce qu'une âme noire, est-ce qu'une âme noire ça existe, est-ce qu'une âme peut être noire, hein, je vous passe les détails quand on fait une recherche, et ça me sort toujours la nuit noire de l'âme. Alors je me dis mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est ça? C'est un cycle lunaire, ça doit être la pleine lune. Enfin moi ça m'intéresse pas trop, hein, la pleine lune, voilà, qu'elle soit là ou pas là, moi ça me pose pas de problème, je recherche pas de pierre. Enfin voilà, pour moi ça me touche pas, mais le problème c'est que quand on fait une recherche sur Google, en général on vous sort le résultat de recherche de partout. Hein. Donc je vois des publications sur YouTube, enfin des vidéos sur YouTube on me propose des vidéos, on me propose des publications pareil sur Facebook. Enfin voilà, je me dis mais c'est pas possible et tout, moi ça m'intéresse pas.
qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, moi, je m'en fous des cycles lunaires et tout. Désolée, mon parler franc, mais c'était vraiment mon cas à l'époque, hein. Et c'est vrai que ça ne m'intéresse pas du tout, ça me parle pas du tout. Et entre-temps, moi, bah voilà, je me dis, bah voilà, je vais essayer de guérir mes blessures. Faut voilà que j'aille mieux, hein. Et je m'étais abonnée à une coach en développement personnel et je la trouvais speed. Voilà, elle donnait des bons conseils. Elle disait, voilà, il faut se prioriser, hein, dans sa vie. Faut pas vous laisser faire, voilà. Et moi, je me dis, oui, il faut que je reprenne le pouvoir. Déjà pour moi, pour mes enfants, hein, parce que mes enfants, il faut quand même qu'ils me respectent. Je suis leur mère. Voilà. Et puis quelque part, ça doit leur faire peur de voir que bah, j'ai perdu un peu, ben mon autorité, donc que je me laisse peut-être aller, hein, parce que des fois les enfants, voilà, quand ils vous voient pas bien, ça les déstabilise, hein, ça les fragilise aussi. Et je me dis non non, il faut que je me reprenne en main. Mais je me sentais pas encore la force de le faire, mais j'ai compris voilà qu'il fallait que je redevienne le centre de ma vie. Surtout que j'ai pris conscience que j'avais un syndrome du sauveur. Et ça m'a fait beaucoup de peine, parce que je me suis rendu compte que oui, effectivement, j'étais beaucoup plus tournée pour aider les autres. Pour le bien des autres, mais pas pour mon bien à moi, et que quelque part, et puis bon, quand on n'est pas bien, on se rend compte, hein, des amis qu'on a, hein, donc et je me disais non, mais voilà, je me suis trop sacrifiée pour les gens quelque part, et je me suis oubliée, et ça m'a fait beaucoup de peine, hein, d'ailleurs, de me rendre compte que je m'étais oubliée, hein. Et donc moi j'étais partie pour bah, travailler là-dessus, et puis un jour je me promène avec une amie. Et on croise une dame très sympathique que avec qui j'ai l'habitude de m'arrêter, de discuter. Puis elle me dit en partant, elle me dit, vous savez, je prends plaisir à discuter avec vous. Vous êtes quelqu'un d'authentique et c'est très rare, hein, à notre époque. Elle me dit, voilà, je tenais à vous le dire parce que c'est ce que je pense de vous. Et moi, je dis merci, c'est gentil, tout ça. Puis mon amie, elle prend sa route, elle rentre chez elle. Et moi, pendant le chemin du retour chez moi, je me mets à pleurer parce que je me dis, mais je suis pas du tout authentique. À quel moment je suis authentique dans ma vie, quoi? Je dis rien, je me laisse faire. Je me fais vampiriser par les gens. Voilà, je pense au bien des gens, je pense même pas à moi. Et là, il me vient une culpabilité, une peine quelque part. Et je me dis, mais la pauvre dame, quoi, elle pense que je suis authentique parce que c'est l'image que je donne aux gens, mais je le suis pas du tout. Au fond de moi, je suis pas du tout authentique. Je dis pas ce que je ressens, je dis pas ce qui me dérange. Je m'impose pas dans ma propre vie. Je suis pas authentique. Et de là, voilà, donc moi j'ai commencé voilà à avoir des prises de conscience, hein, quelque part de l'état dans lequel j'étais, hein, de mes comportements qui n'allaient pas, hein, quelque part dysfonctionnels. Et puis voilà, le temps passant, bon, et que moi je décide de me réimposer, hein, c'est-à-dire que mon fils, je le calme, hein, je lui dis écoute, t'es chez moi, tu respectes, voilà, il y a des choses à respecter, je suis pas ta copine, voilà, donc je me suis réimposée, j'ai repris le pouvoir sur moi. Bah, c'était encore quelque part, c'était pas assuré, mais bon, j'ai dit voilà, maintenant, moi je deviens ma priorité, voilà, vous êtes pas content, c'est pareil. Enfin voilà, j'ai commencé vraiment à taper du poing sur la table, donc du coup, bah ça a calmé mon fils aîné, hein. Bon, le plus jeune, j'avais pas tant de problèmes avec lui, mais c'est vrai que le grand, il entraînait un peu le plus jeune, donc c'est vrai que des fois, voilà, quoi, c'était insupportable. Donc j'ai dit non, non, moi, voilà, enfin. J'approche la quarantaine, vous allez, voilà, maintenant stop, j'ai envie d'être tranquille, vous me laissez tranquille, hein. Donc du coup, bon bah ça s'est calmé. Et puis un jour, j'étais dans mon jardin, j'étais dehors, j'étais dans mon jardin tranquille et je pensais à rien. D'ailleurs, c'était très rare parce que moi, j'avais toujours le cerveau qui tournait en boucle et là, j'avais la tête vraiment vide. Mon esprit, il était vide. Et je fixais mon frigo, hein, parce que j'avais le frigo à l'époque qui était sur ma terrasse à l'extérieur. Et je fixe mon frigo et d'un coup, je vois une image se dessiner, hein, comme un hologramme. Donc ça part de haut et ça descend vers le bas et je vois mon autre quelque part. Et je le vois en face de moi en train de me sourire. Donc c'est comme si c'était apparu devant mon frigo en hologramme, quoi. Et en 3D, hein, du moins. Et c'est vrai que je ressens une sensation de bien-être et ça me fait du bien. Vraiment, quand je le vois, ça me fait du bien. Il y a une espèce de plénitude qui m'envahit, incroyable. Et c'est même plus ça qui m'a marqué, hein. J'étais plus marquée par ce que j'ai ressenti que par l'hologramme, hein. Alors que bon, moi, ça m'était jamais arrivé. Enfin voilà, ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais eu des visions. Voilà, enfin j'ai eu certaines choses étant enfant, mais bon là, voilà. Mais cette sensation, elle m'a vraiment fait du bien. Et à ce moment-là, je me suis dit ah là, peut-être qu'il pense à moi. Peut-être c'est pour ça que voilà. Bon, je me suis dit peut-être qu'il est en train de penser à moi et ça m'a fait rire parce que bon, ça faisait des années qu'on n'avait pas de nouvelles l'un de l'autre. Moi, je pensais pas à lui. Donc je pensais que lui c'était pareil de son côté, mais je me suis dit ça. Et puis le lendemain, mon fils, il vient et puis il me dit ah t'as des nouvelles de lui? Je pensais à lui la dernière fois comme par hasard. Et je dis ben non, mais hier par contre je pensais à lui. J'ai l'impression qu'on va avoir de ses nouvelles, c'est incroyable. Et puis voilà, puis le temps il a passé où
où quelque part des personnes me parlaient de lui. Donc ah oui, au fait, t'as pas de nouvelles de lui? Ah bah ça fait quand même un moment qu'il est parti. Ah la dernière fois je pensais à lui, je me dis mais c'est pas possible. Ça fait des années qu'on n'en parle pas, j'en parle jamais. Et là comme par hasard, allez hop, depuis que je l'ai vu en hologramme, j'entends parler que de lui. Alors ça c'était incroyable. Mais pour moi voilà, moi je n'avais plus de sentiments pour lui. J'avais plus aucun lien avec lui. Hein. Pour moi, lui c'était de l'histoire ancienne, c'était terminé. Voilà, malgré que j'ai jamais eu la haine contre lui ni de la colère. Mais j'avais pas non plus de nostalgie de cette relation ni de cette personne. Je me suis jamais demandé ce qui devenait. Bon, voilà. Pour en revenir à la nuit noire de l'âme, donc moi je continue à avoir des suggestions de vidéos, de publications. Bon, moi je suis totalement imperméable, surtout que ça vient de chaînes pour moi ésotériques, hein, donc ça m'intéresse pas du tout. Et en même temps, je tombe sur une vidéo de la coach en développement personnel que j'aime bien écouter, hein, qui elle est plus psychologie, hein, quelque part, dans la psychologie. Et je vois qu'elle parle. Est-ce que vous avez traversé la nuit noire de l'âme? Alors je me dis ah ben si elle en parle, c'est que c'est pas ésotérique, c'est pas un cycle lunaire. Donc je vais écouter la vidéo en baladant. Alors oui, je me baladais souvent à l'époque. Hein, vous devez vous dire, elle était tout le temps dehors, mais oui, j'adorais me balader dans mon ancien quartier. Et c'est vrai que je mets mes écouteurs et puis donc j'écoute sa vidéo. Et là, quand elle décrit la nuit noire de l'âme, je me dis mais c'est ça que j'ai vécu, mais c'est exactement ça. Il y a tout qui colle quoi. Cette mort intérieure, cette perte de foi, plus rien à s'accrocher, l'extérieur qui bouge. Enfin voilà, une remise en question, enfin une crise spirituelle. Mais je me dis mais incroyable. Bon moi j'adhérais pas du tout au spirituel. Mais je me dis, mais j'ai vécu ça, donc je suis pas folle. Parce que moi, pendant des années, je pensais que j'étais devenue folle. Je pensais que il y avait quelque chose qui avait grillé dans mon cerveau, que ce que j'avais vécu, il y avait que moi qui l'avais vécu, et que ça venait peut-être même de moi, de mon esprit. Et je m'étais remise en question en me disant, mais c'est pas possible. Si à chaque fois que j'ai une rupture, je souffre comme ça, mais moi, je veux plus être en couple, c'est pas possible. Moi, j'étais devenue fébrile, j'avais plus confiance en moi parce que moi, j'avais toujours quelque part contrôlé mon mental, ma vie. Et puis là, je me suis dit, mais là, ça a tellement été destructeur pour moi que je me disais, c'est pas possible. Si demain je suis en couple et que la relation vient à se finir, si je souffre comme ça, c'est pas possible, quoi. Je vais pas m'en remettre. Et c'est vrai que donc elle explique la nuit noire de l'âme et là ça a été une révélation pour moi parce que j'ai compris que d'autres personnes l'avaient vécu. Hein. Donc je sais que ça peut paraître égoïste, mais moi ça m'a rassurée de me dire que je n'étais pas la seule hein, et que ça existait, que c'était c'était pas un concept, hein, que c'était vraiment quelque chose que des personnes vivaient, une crise profonde comme ça. Et c'est vrai que donc ça j'avais bien intégré que j'étais passée par une nuit noire de l'âme, mais en même temps je comprenais pas pourquoi voilà on m'avait fait vivre ça. Je me disais mais c'est pas possible, pourquoi on m'a fait traverser une telle épreuve, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. Enfin voilà, je vais faire une deuxième partie parce que ça va être un peu long, hein. On est déjà à plus de 35 minutes, donc voilà, je vais couper là et puis je vais faire une deuxième partie. À tout à l'heure.